Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques instants, je reçois mon premier invité qui est Rida Joubert. On parle ensemble du programme Access Esprit Ouvert. C'est un rapport entre les jeunes et la santé mentale. Vous allez voir, c'est très intéressant. On a plus tard à l'émission à l'Espresso et l'Espresso allongé le sujet, le taux de suicide chez les jeunes. Et notre invité en début de deuxième demi sera Stéphane Potvin. Avec lui, on va parler du cannabis et maladie mentale. Donc, il y a un lien à faire entre les deux et vous saurez pourquoi donc dans un peu plus tard à l'émission. On a bien sûr des chansons. La première qu'on vous présente, c'est Pyromane et c'est de Audrey Jungle. Bienvenue à Folie douce. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. Je m'entretiens maintenant avec mon invité qui est M. Rida Joubert. Alors, bienvenue à l'émission Folie douce. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur adjoint au PEP Montréal, chercheur principal à l'Institut Douglas et professeur, je crois, à l'Université McGill. Je suis le directeur du programme PEP Montréal. D'accord. Et professeur à l'Université McGill. D'accord. On va parler ensemble du programme Accès Esprit Ouvert. On voudrait tout savoir sur ce programme-là. Comment vous pouvez nous présenter, pour commencer l'entrevue, ce programme Accès Esprit Ouvert? Le programme Accès Esprit Ouvert est un programme qui est financé par les Instituts canadiens conjointement avec la Fondation Graham Book pour repenser et réorganiser l'offre de services pour les jeunes qui souffrent de problèmes de santé mentale. Okay. Donc, en fait, ce programme-là a essayé
de répondre à des questions très précises concernant l'accessibilité aux services, concernant la qualité des services et concernant le côté, disons, jeune. OK? Donc, le côté jeune, parce que finalement, le programme vise une clientèle entre l'âge de 14 et 25 ans. Et on sait que pratiquement 70% à 75% des problèmes de santé mentale commencent dans cette fenêtre d'âge-là. Ouais. Donc, mais par contre, malheureusement, cette tranche d'âge-là est très, très mal desservie pour des raisons systémiques de notre système de santé, mais également pour des raisons intrinsèques à la jeunesse. Comme vous pouvez imaginer, un jeune qui a des problèmes de santé mentale ne pense pas directement qu'il a des problèmes de santé mentale, ne pense pas naturellement à aller chercher de l'aide. La famille également ne peut pas percevoir ou ne va pas percevoir qu'il a des problèmes de santé mentale. Et donc, en général, les interventions vont être très tardives. Et même quand les interventions vont être initiées, très souvent, ce qui se passe, c'est que ce sont des interventions qui ne sont pas nécessairement très adaptées à l'état de santé du jeune, etc. Quand on parle des services aussi, M. Joubert, on vous parlait tout à l'heure des 14 à 24 ans, mais on parle de certains services au milieu hospitalier qui vont jusqu'à 18 ans, par exemple, pour les jeunes. Alors, souvent, on nous a souvent rapporté qu'après 18 ans, souvent, c'est un peu un casse-tête de savoir où est-ce que le jeune va pour avoir de l'aide là, au niveau des soins en santé mentale. Justement, l'un des problèmes qu'on a essayé de confronter, c'est cette espèce de barrière artificielle de 18 ans qui a été en fait copiée sur le reste de la médecine. Et on sait que lorsque un jeune a un problème de santé mentale avant l'âge de 18 ans, venu la barrière de 18 ans, il se débattent en général avec le système pour trouver de la continuité de soins. Donc, la réorganisation va viser en particulier également cet élément-là. Donc, ce qu'on va faire, ce sont des services qui vont offrir un continuum de soins de 11 à 25 ans. Et cela en essayant de travailler avec des équipes qui sont déjà en place pour faire de sorte que les travailleurs de santé qui s'occupent des adultes, c'est-à-dire 18 ans et plus, vont commencer à prendre des jeunes qui se présentent pour la première fois, même avant l'âge de 18 ans, et qui vont continuer le suivi par la suite. Ça, c'est beaucoup mieux parce que c'est ça, effectivement, il y a un pont, il n'y a pas une coupure à ce moment-là. Et comme vous dites, c'est 70% des problématiques de santé mentale qui commencent dans cette tranche d'âge-là. Alors, c'est extrêmement important. Absolument. L'un des points clés qu'on a identifié dans la problématique de santé mentale pour les jeunes, c'est la barrière artificielle qui est causée par le système. Et donc, on est en train de nous réorganiser dans les centres qui ont été sélectionnés par Access Esprit Ouvert pour déjouer cet élément de notre système de santé. Est-ce qu'à tous les niveaux, est-ce que vous vous intéressiez à tout ce qui est santé, tout type de service et partout au Québec, ou c'était plutôt c'était local au niveau de la région de Montréal, par exemple? Non, Accès Esprit Ouvert, c'est un programme national canadien, okay. Donc avec plusieurs centres à travers le Canada. Au Québec, on a en fait deux centres, un centre au CLSC d'Orval-Lachine-LaSalle et un centre au CLSC de la Montagne. Et est-ce que les je dirais pas les conclusions, mais est-ce que les informations que vous obtenez, est-ce que ça se ressemble de région en région à travers le pays? Chaque région a ses particularités. C'est pour ça également qu'on a pris des régions qui sont dans des contextes diversifiés. Donc, on a des centres urbains comme à Montréal, mais on a également des centres ruraux. Pardon, j'ai pas cité d'autres sites au Québec également. On a des sites donc dans les populations autochtones qui sont sélectionnés pour Access Esprit Ouvert. Et donc l'idée c'est justement d'adapter la réforme ou bien d'adapter l'innovation à chaque milieu, parce que chaque milieu a ses particularités. Et si on veut mettre exactement le même modèle partout, ça ne marchera pas. Donc l'une des étapes fondamentales dans Access Esprit Ouvert, c'est d'analyser le contexte de chaque région, le besoin, d'analyser ou bien de faire une cartographie des services ouverts, des services communautaires qui sont disponibles, et puis par la suite de réorganiser ça avec les travailleurs de santé pour améliorer l'accessibilité, pour réduire la barrière de 18 ans, pour améliorer la qualité des services.
D'où vient l'idée d'avoir créé ce programme-là, Access Esprit Ouvert? Donc, il y avait certainement un manque, mais comment ça s'est né finalement? Ben écoutez, je pense que le processus a été une convergence de deux éléments. Les instituts canadiens de recherche en santé qui veulent investir dans la recherche clinique qu'on appelle sport, c'est-à-dire la recherche axée sur le patient. Et deuxièmement, la Fondation Graham Book, qui est une fondation caritative qui travaille ici à Montréal et qui s'intéresse à la santé mentale et qui a fait beaucoup de recherches pour savoir où est-ce qu'ils vont investir leur argent. Et donc, ils sont arrivés à la conclusion que investir dans la santé mentale des jeunes est quelque chose qui peut apporter fruit. Et en fait, nous avons également ici à l'Institut Douglas des expériences de ce genre-là. Par exemple, le programme PEP dont vous avez parlé tout à l'heure est un programme qui s'adresse aux jeunes qui ont un premier épisode psychotique. Et dans ce programme-là, notre modèle a été justement de réduire les barrières. Par exemple, on travaille depuis très longtemps avec un programme unifié 14-35 ans. Les patients qui nous viennent à 14 ans vont avoir nos services. Les patients qui et continuent à avoir nos services même s'ils dépassent la barrière de 18 ans. Nous avons par exemple, dans ce programme-là qui s'intéresse aux troubles psychotiques, fait de sorte que n'importe qui peut référer le patient qui ont des symptômes psychotiques. Donc le médecin généraliste ou bien une mère de famille qui constate que son enfant a des troubles du comportement qui sont compatible avec un trouble psychotique peut appeler directement et on répond à la demande dans les 24 heures. Maintenant, je peux vous dire que pour les troubles psychotiques, dont l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas par année, n'est pas très élevé, c'est à peu près 80 par 100 000 habitants, on peut offrir un modèle qui répond très rapidement comme ça. Si on va à l'ensemble de la psychopathologie, c'est-à-dire la dépression, le TDAH, le trouble anxieux, les troubles dépressifs chez les jeunes, etc., on va avoir une incidence beaucoup plus importante. On sait qu'à peu près 20% des jeunes dans cette tranche d'âge-là peuvent avoir des problèmes de santé mentale plus ou moins sévères et plus ou moins polymorphes. Donc, un des objectifs de Access Esprit Ouvert, c'est justement de trouver des approches pour répondre de manière adéquate à l'ensemble de la psychopathologie. Ce n'est pas un travail facile. Il va falloir qu'on réfléchisse, et on est en train de réfléchir sur les changements des modèles, mais je pense que c'est un travail qui est tout à fait possible. Donc, par exemple, l'un des critères pour Access, c'est que quand quelqu'un vient pour une demande d'aide en santé mentale à nos services, il faut qu'il soit évalué ou bien qu'il ait une réponse dans les 72 heures qui suivent. Cela va être fait par un clinicien Access, qu'on a appelé un clinicien Access, et à partir de cette évaluation-là, il va y avoir également orientation vers des services plus ou moins rapidement, dépendamment de la situation du jeune. Et également là, on a des cibles bien précises pour accomplir notre tâche et notre mission. Est-ce que vous pensez, M. Joubert, que ça va être possible de le faire parce que l'idée est excellente et puis ça accélérerait évidemment le processus pour pouvoir peut-être aider plus vite la personne, mais est-ce que pensez-vous dans les faits, ça va être facile à implanter? Dans les faits, il faut travailler certainement pour arriver mieux que l'on peut et pour analyser quelles sont les différentes embûches et les difficultés qu'on peut rencontrer dans ces transformations-là. Et je pense que si on arrive à 80%, ça sera fantastique. Si on arrive à 100%, ça sera outstanding. Et dans le processus, on va apprendre beaucoup. Donc l'objectif, c'est de travailler fort pour y arriver. Et éventuellement, si on arrive à 80%, un des résultats de ce projet de recherche, parce que c'est aussi un projet de recherche, en plus que c'est un projet de transformation des services, c'est de dire, OK, si on n'est pas arrivé, c'est probablement à cause de ces éléments X, Y, Z et qu'il va falloir changer. Oui, donc c'est un projet de recherche d'offre de services et comme tout projet de recherche, on a des résultats et on peut arriver à des conclusions pour des améliorations itératives du processus. Oui, dans les deux façons, on est gagnant si les deux côtés fonctionnent bien, puis les deux vont s'entraider l'un l'autre. Ma question, M. Joubert, je voulais savoir le plan d'action en santé mentale 2015-2020 qu'on attendait depuis longtemps. Est-ce que votre programme Access Esprit Ouvert va dans cette direction-là? Je sais qu'il y a plusieurs bonnes intentions dans ce plan-là 2015-2020.
Je pense que plusieurs éléments sont convergents dans le plan d'action santé mentale du gouvernement du Québec et Access Esprit Ouvert. Donc, il y a une très, très grande convergence. Le fait que l'action en santé mentale se focus également sur la santé mentale des jeunes, sur le respect des jeunes, sur l'égalité citoyenne, etc., etc. Tout ça, ce sont des principes qui font partie de Access Esprit Ouvert. Oui. Combien de temps encore vous pensez continuer, poursuivre cette recherche? Est-ce que ça fait longtemps que vous l'avez démarré d'abord? On a démarré en juin, je pense 2014. Oui. Maintenant, tout le processus pour mettre en place un projet de recherche aussi important, ça prend du temps. Et en fait, la transformation de certains sites qui ont été sélectionnés au hasard pour commencer le plus tôt possible a déjà commencé. Et donc, le travail est en cours. Je peux vous dire, par exemple, qu'au CLSC d'Orval-Lachine-la-Salle, où je suis très impliqué avec mes collègues, même si la transformation en tant que telle n'a pas commencé selon le devis de recherche de Access Esprit Ouvert, nous travaillons avec tous les partenaires dans le CLSC pour justement analyser la situation et arriver à mettre en place ce projet. Excellent. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission Folie douce et puis on vous souhaite une bonne continuité avec ce programme Access Esprit Ouvert. C'est très très rafraîchissant et très encourageant à entendre. On espère bien que les conclusions pourront se mettre en place. Ça va juste être bénéfique pour la population. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci d'avoir été des nôtres à Folie douce. Au revoir. Bonne journée, au revoir. C'est donc M. Rida Joubert, directeur adjoint de PEP Montréal, chercheur principal à l'Institut Douglas et professeur à l'Université McGill, qui nous a parlé du programme Access Esprit Ouvert à Folie douce. Puisqu'il faut viser plus haut sans regarder en arrière et toujours courber le dos, marcher d'un pas militaire qui touchera le gros lot au cœur de la fourmilière. Puisque les coups de couteau deviennent l'art et la manière de se sortir du troupeau, de voyager en classe affaires. On devient plus belle et plus beau pour faire exploser les salaires. Alors je cherche un petit monde, une adresse pour vous répondre. Alors je cherche où va le monde, dans l'ivresse de ce grand nombre. Pour un petit monde, un plus petit nombre. Pour un petit monde, on se cosmopolite, on repousse les limites, on nous uniformise, on nous dicte la conduite. Et cette lucarne de verre qui ne veut jamais se taire, toutes les conneries qu'elle débite nous rendent plus solitaires. Je changerais bien d'univers. Alors je cherche un petit monde, une adresse pour vous répondre. Alors je cherche où va le monde, dans l'ivresse de ce grand nombre. Alors je cherche un petit monde, une adresse pour vous répondre. Alors je cherche où va le monde, dans l'ivresse de ce grand nombre. Pour un petit monde, un plus petit nombre. Pour un petit monde, puisqu'on n'a plus le choix, puisqu'on nous montre du doigt, toutes ces couleuvres avalées vont finir par m'étouffer. Alors je cherche un autre monde, une adresse, un coin à l'ombre. Alors je laisse courir le monde, dans l'ivresse de ce grand nombre.
Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. C'est maintenant le temps du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors Pierre, le sujet que tu nous proposes aujourd'hui, le taux de suicide chez les jeunes, il faut en parler. Un sujet C'est difficile. Toujours un sujet difficile. Oui. Le suicide en général, c'est un sujet... C'était une question problématique au Québec. Oui, mais justement, c'est que le premier article que j'ai pris sur Internet, en fait, ça nous dit que le taux de suicide est en forte baisse au Québec depuis les derniers 12 ans. C'est un article que j'ai pris sur le site ledevoir.com par Mme Isabelle Paris, qui est journaliste. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est vrai. Et, ça commence en disant, alors que le Québec a longtemps affiché l'un des taux de suicide les plus élevés en Occident, les plus récentes données font état d'un recul de 50% du nombre de suicides chez les jeunes et de 30% chez les adultes. Quand même. En 12 ans. C'est beaucoup, 50%, c'est bien. Un succès notoire qui fait maintenant du Québec un exportateur de connaissances en matière de prévention du suicide. Et c'est sur cette note positive que s'est clos à l'UQAM le 20 juin 2015, le Congrès mondial de l'Association internationale pour la prévention du suicide, où des centaines d'experts du monde entier sont venus faire état des dernières avancées dans ce champ de pratique qui mettent au défi autant les médecins, les psychologues que les chercheurs de tout acabit. Et M. Brian Michara, qui est président du comité organisateur du Congrès, a dit « Le Québec a longtemps fait les manchettes avec ses taux de suicide inquiétants. Quand ça se met à mieux aller, personne n'en parle. Les résultats actuels prouvent que la prévention, ça marche. » Parce que c'est la principale raison pourquoi on pense que les chiffres ont tellement baissé. Il y a eu des efforts soutenus pendant toutes ces années. Pendant plusieurs années, on remonte à longtemps. C'est positif aussi parce qu'il a souligné qu'il y a moins d'hommes, parce que c'est nous quand même qui se suicidons le plus. Là, oui, souvent parce que les hommes prennent des moyens plus drastiques. Mais depuis les sommets atteints en 1999 avec 22 suicides par 100 000 habitants, le nombre de suicides au Québec a ensuite fléchi de 4% par année pour atteindre 13,1 en 2012, donc de 22 à 13,1. Chez les jeunes, le nombre de suicides a chuté de moitié, comme j'en ai parlé. Lancée en 1999, la Stratégie nationale pour la prévention du suicide, axée sur la sensibilisation et les mesures de soutien aux personnes à risque, semble porter ses fruits. C'est bien de 22 000 à 13 000, c'est ça qu'on voit? C'est 22 suicides par 100 000 habitants, par 100 000 habitants. Qui a baissé à 13 000. À 13 autres de moitié, oui. En 2012. Oui, je ne sais pas si les tentatives de suicide de personnalité, ça a aidé à dissuader des gens, je ne sais pas. C'est un paquet de facteurs. On pense que c'est plus la prévention. Prévention soutenue, là, c'est ça. Plusieurs experts présents à ce congrès mondial ont fait état de nouvelles pistes pour prévenir le suicide, notamment celles offertes par les nouvelles technologies. Les intervenants doivent s'ajuster à la présence de réseaux sociaux, puisque plusieurs personnes dévoilent désormais leurs intentions suicidaires sur diverses plateformes de partage. M. Micharet dit que les intervenants doivent pouvoir répondre par texto ou en clavardant. Bien des jeunes n'utilisent jamais leur téléphone pour faire des appels. Une équipe franco-québécoise a d'ailleurs présenté un logiciel capable de jauger quotidiennement l'état psychologique des malades hospitalisés pour tentative de suicide. L'outil interactif peut même activer par courriel le réseau d'amis du malade quand son état se dégrade. Les logiciels ne remplaceront jamais l'être humain, mais cela offre aux personnes suicidaires un moyen rapide de trouver de l'aide et de diminuer leur souffrance, nous disait M. Brian Michara. Et surtout d'alerter ses proches, éventuellement. Exactement. On n'en dit pas plus sur le dispositif, mais je vais faire de la recherche. Oui. C'est quand même bon aussi que ce milieu-là, le milieu de la santé mentale, se mette à l'ère numérique. Oui, parce qu'ils sont, je ne sais pas s'ils sont à la page ou en retard. De plus en plus, je pense qu'on... D'autres chiffres maintenant chez nos cousins français. En 25 ans, le suicide des jeunes a baissé de 50% en France, d'après un article de Mme Marie Congui,
qui est journaliste. Les suicides font régulièrement la une des journaux. Pourtant, malgré ces faits divers tragiques, les suicides sont en baisse en France. Donc, en 25 ans, le nombre de personnes se suicidant a diminué de 25%. Et chez les jeunes de 15 à 24 ans, le nombre de suicides a même baissé de 50% sur cette période. En 2010, 10 509 personnes ont mis fin à leur jour et 220 000 ont tenté de le faire. 30 personnes décèdent chaque jour et il y a une tentative toutes les 4 secondes. Maintenant, je continue en 2010. En 2010, le taux de décès par suicide en France était de 14,7 pour 100 000 habitants. Un taux en baisse, donc, mais toujours quand même supérieur à la moyenne européenne de 10,2% pour 100 000 habitants. Maintenant, je vais un peu plus regarder chez les jeunes et même chez les adolescents, parce que ça commence jeune à avoir des idées suicidaires. On nous dit « Il ne faut pas minimiser un chagrin d'amour » sur le site Le Figaro, d'après Mme Pascale Cinq, qui est journaliste et écrivain. C'est quand même une des raisons souvent que de jeunes garçons se suicident, oui, pas habitués à être rejetés ou échoués dans leur relation. Mais il y a des jeunes filles aussi. Une déception amoureuse peut perturber profondément l'équilibre psychologique de l'adolescent au point de le conduire au suicide. Question à M. Didier Louru, qui est médecin. Les parents ont-ils raison de s'inquiéter lorsqu'un chagrin d'amour bouleverse fortement leur ado? Le docteur Louru dit oui, bien sûr, car la banalité de la situation, une amourette qui s'achève, diraient certains, mais fait quand même écran sur le vécu spécifique du jeune. Un vécu réellement très éprouvant, puisqu'il lui laisse penser que le monde est fini pour lui, qu'il ne sera plus jamais aimé par personne. Mais j'y reviendrai un peu. Oui, on va poursuivre dans le dernier quart d'heure à l'Espresso allongé sur le taux de suicide chez les jeunes. La folie douce, demeurez les nôtres. À venir, dans l'émission Folie douce, nous recevons Stéphane Potvin qui nous informe sur le lien entre le cannabis et la maladie mentale. À l'Espresso allongé, nous poursuivons sur le taux de suicide chez les jeunes. Vous entendrez aussi en chanson Loco Loco de French Dobby et Camille Radio et La force de la gravité de Les Surveillantes. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions. C'est très simple, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis près de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. Si vous voulez participer à Folie douce, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous téléphoner à notre boîte vocale au 514-990-9604, le 514-990-9604. Je suis maintenant en compagnie de mon invité qui est M. Stéphane Potvin. Bonjour, M. Potvin. Oui, bonjour, Yves Bugeaud. Oui, bonjour. Alors, vous êtes donc chercheur, en fait, à l'Institut universitaire en santé mentale, professeur agréé au département de psychiatrie de l'Université de Montréal et je crois aussi d'autres fonctions. Titulaire aussi d'une chaire sur la schizophrénie. Oui, exactement. Donc, on va parler ensemble de cannabis et maladies mentales, ou en tout cas de drogue et maladies mentales. Oui. Je pense que vous avez fait beaucoup de recherches à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en début comme ça?
La consommation, puis si on parle plus spécifiquement là, des troubles psychotiques, c'est préoccupant de 3 niveaux. D'abord, il y a des indications qui suggèrent que ça peut augmenter un petit peu le risque de développer certains troubles mentaux. C'est aussi un facteur important de déclenchement des épisodes psychotiques. Et la consommation, qui est très prévalente, là, qui est très fréquente chez les gens qui ont des troubles mentaux graves. C'est aussi un facteur d'aggravation quand on suit ces gens-là dans le temps. C'est un des facteurs qui fait en sorte qu'ils vont moins bien évoluer. OK. Est-ce qu'on a, avec les recherches, est-ce qu'on a pu vraiment spécifier qu'effectivement le cannabis est un déclencheur? Parce que souvent on se disait, est-ce que les gens auraient quand même développé une maladie mentale s'ils n'avaient pas pris de la drogue? Très bonne question. Je pense que c'est important de ne pas faire de sensationnalisme par rapport à ces questions-là. Une personne qui aurait aucune espèce de fragilité, aucun facteur de risque pour développer un trouble psychotique qui consomme du cannabis, ça serait assez improbable que le cannabis à lui seul pourrait produire un tel effet. C'est plutôt, moi de la manière que je le vois, c'est comme une espèce de goutte qui fait déborder le vase. Si vous avez un ensemble de facteurs qui vous prédisposent, le fait de consommer peut à ce moment-là déclencher un épisode. La question $1 million, c'est de savoir si les gens n'avaient pas consommé, ce qu'ils auraient déclenché l'épisode ou non, mais ça c'est difficile à démontrer. Mais c'est vraiment l'ingrédient qui peut agir comme déclencheur chez des gens qui ont une fragilité. Et qu'est-ce qui fait, parce qu'évidemment, le débat sur l'usage des drogues, la légalité des drogues, etc., fait un peu rage ces années-ci, ces mois-ci. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Parce que jusqu'à un certain point, les gens vont dire, est-ce que c'est pire que l'alcool? C'est pas pire. Donc, comment on peut définir? On sait que le cannabis, c'est une chose, là, mais souvent, il peut se retrouver aussi avec beaucoup d'autres produits qui sont pas plus ou moins identifiables, là. Une des choses identifiables qu'on a vu évoluer chez les gens qui ont un trouble psychotique, moi, il y a à peine 10-12 ans, la consommation d'amphétamines, c'est quelque chose qui était pas si fréquent que ça. Puis il y a quand même eu une montée quand même assez importante. Là, je ne veux pas faire une généralisation, mais moi, de ce que j'ai vu dans les milieux à Montréal, on travaillait, on voit qu'il y a une augmentation importante de la consommation d'amphétamines. Il y a plus de gens qui ont un trouble psychotique qui en consomment. Puis ça a des impacts sur le fonctionnement que je dirais qui sont assez clairs et assez marqués, là. Je n'irai pas jusqu'à faire une comparaison avec le cannabis, mais disons que les impacts sont assez flagrants là, sur l'évolution. Puis évidemment, je ne parle pas d'un impact ici qui est favorable. Oui. La recherche que vous avez menée à ce sujet-là, comment vous avez procédé? Comment ça a été? Vous parlez de les effets des amphétamines. Ça, je dirais que c'est un projet qui est surtout mené par le docteur Amal Abdelbaki. Okay. Ce sont des gens qui ont un trouble psychotique, un premier épisode, qui sont suivis à la fois au CHUM, puis à l'Institut universitaire en santé mentale. Puis on a pu documenter sur une évolution de 2 ans que les amphétamines ont un impact néfaste en termes d'utilisation de services, d'évolution des symptômes chez les gens qui ont un trouble psychotique. Donc, c'est pas des études simplement où on observe une fois les gens, il y a un suivi longitudinal. Mais ce qu'on voit, c'est que un des facteurs qui est très important, c'est que chez une personne qui a un trouble psychotique et qui a un maintien de consommation dans le temps, et là, ça, c'est valable à la fois pour le cannabis et pour les amphétamines. Quand il y a un maintien dans le temps, là, on voit vraiment que ça a un impact sur leur fonctionnement et sur leurs symptômes. Oui, mais si on vient au cannabis, c'est ça? Par contre, c'est que si les gens arrivent à contrôler un peu plus leur consommation, l'évolution peut être plus favorable. Mais si on vient, M. Potvin, donc au cannabis, en fait, ce sujet-là, vous l'avez quand même étudié? Oui, tout à fait. Je dirais que c'est le même genre d'observation aussi qu'on peut voir avec le cannabis, là. Ça va avoir des impacts sur les rechutes, sur l'observance, sur les symptômes. Ça va aggraver les délires et les hallucinations des gens qui ont la schizophrénie avec le temps. Est-ce qu'on a mis aussi le doigt sur qu'est-ce qui fait que ça déclenche? Qu'est-ce que l'action du cannabis fait quoi au niveau du cerveau? Ah, OK, ça c'est très complexe, très intriguant. Le truc, c'est que le cannabis, il agit dans le cerveau sur un système qu'on appelle le système des cannabinoïdes endogènes. Le parallèle que je ferais, c'est si vous prenez de la morphine, ça va agir sur des endorphines dans le cerveau, mais avec le cannabis, c'est exactement la même chose. Il y a donc des gens qui ont postulé que peut-être que ce système-là, dans la schizophrénie, serait dysfonctionnel. Et peut-être qu'à ce moment-là, le cannabis pourrait venir aggraver les anomalies qu'il y a dans ce système-là chez les gens qui ont la schizophrénie. Il n'y a pas eu une tonne d'études, mais nous, par exemple, au laboratoire, on a pu montrer que si on prend des mesures
d'un des neurotransmetteurs qui appartient, des hormones, si on veut, qui appartient à ce système-là, des cannabinoïdes endogènes, on voit des anomalies chez les gens qui ont la schizophrénie. Alors ça, c'est peut-être un des mécanismes. Si ce système-là est déjà un peu fragile, puis que vous rajoutez la consommation, ben ça se pourrait que 1 + 1, 2, ça fasse 2, là. Oui, mais vous avez procédé donc en analysant, c'est ça, je voudrais savoir un petit peu plus comment vous avez procédé en fait pour faire votre étude. Dans notre cas, ce qu'on a fait, c'est qu'on peut mesurer ces transmetteurs-là dans le sang, puis on a pu voir des élévations de un des neurotransmetteurs qui appartient au système cannabinoïde chez les gens qui ont la schizophrénie. Il y a aussi des gens qui, à l'extérieur, sur la planète, ont utilisé des technologies en imagerie cérébrale pour aller cibler le récepteur sur lequel agit le cannabis, puis le récepteur sur lequel agit le système cannabinoïde. Puis ils ont pu montrer que ce récepteur-là est pas tout à fait normal chez les gens qui ont la schizophrénie. Donc, étant donné que le cannabis agit sur ce système-là, puis ce système-là semble déjà fragile chez les gens qui ont un trouble aligné de la psychose. Oui. Ça pourrait être un des mécanismes potentiels, là. Est-ce que automatiquement ça vous fait prendre position contre la drogue? Parce que comme on disait tantôt, il y a un débat en fait pour savoir on devrait légaliser ou non. Puis il semble y avoir plus de consommation de drogue aujourd'hui qu'il y en a eu avant. En tout cas, c'est ce qu'on entend. Je sais pas si on entend plus parler. Pour ce qui est d'être pour ou contre, pour moi, la question qui est fondamentale, il peut y avoir des avantages là, à la légalisation, notamment là, pour ce qui est des gens qui peuvent se retrouver avec des casiers judiciaires il y a peut-être des gens qui se retrouvent avec des casiers judiciaires un peu inutilement. Il peut y avoir des avantages, mais pour moi, la question fondamentale, c'est moins la question de la légalisation. C'est beaucoup plus le comment, puis surtout, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ont des problèmes avec le cannabis, parce que c'est peut-être pas tout le monde qui va développer des problèmes avec la consommation de cannabis, mais il y a des gens qui sont fragiles aux effets du cannabis. Les gens qui ont une fragilité psychiatrique, les gens qui ont des troubles psychiatriques. Ces gens-là peuvent développer des problèmes avec la consommation de cannabis. Et qu'est-ce qu'on va faire socialement avec ces gens-là? On sait que la santé mentale, ça fait partie des parents pauvres dans le système de santé. Est-ce qu'on est prêt socialement à supporter et à aider ces gens-là? Et est-ce qu'on démystifie assez, est-ce qu'on informe assez les gens, par exemple, dans les écoles ou dans peu importe les milieux, sur avant même qu'ils commencent? Parce que parmi les jeunes, il va y en avoir des jeunes qui vont développer des problèmes de santé mentale. Donc, est-ce qu'on est formé en tant que société sur toute cette question-là? Il y a quand même plus d'informations que mais il y a encore beaucoup de choses qui demeurent à clarifier. Vous parlez là, de l'adolescence, on commence à avoir des données qui suggèrent que la période de l'adolescence pourrait être une période critique là, pour les effets néfastes du cannabis. Ce serait pas la même chose de commencer à consommer du cannabis chez l'adulte que commencer à l'adolescence. Et si on revient au développement des troubles mentaux graves, là, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, là, c'est pas le cannabis qui cause la schizophrénie, mais c'est peut-être un ingrédient qui s'ajoute à plusieurs autres. Un des facteurs qui semble potentiellement important, c'est l'âge de début de consommation du cannabis. Puis encore une fois, ça revient derrière des raisons biologiques, c'est que le cerveau à l'adolescence est en plein développement. Puis si vous commencez à consommer beaucoup de cannabis très tôt, ça se pourrait que les effets psychiatriques soient pas les mêmes que si vous commencez plus tard. Oui, c'est effectivement, c'est vraiment intéressant de s'y intéresser justement. Mais qu'est-ce que fait au départ que vous êtes intéressé à ce sujet-là? Parce que quand on parle de santé mentale, il y a beaucoup de facettes, mais c'en est une importante. Mais pourquoi avoir attaqué justement le cannabis, la maladie mentale? D'abord, c'est très fréquent et c'est près de 50% des gens qui ont la schizophrénie qui vont avoir un problème de consommation dans leur vie. Pas qui en consomment, mais qui ont un problème de consommation. Donc, c'est très fréquent. Puis, les gens qui ont un trouble psychiatrique ont plus de difficultés à se défaire de l'habitude de la consommation. Puis, parfois, c'est même s'ils consomment dans des quantités qui sont plus petites. Ça peut être quand même plus problématique pour eux. Donc, étant donné que ça a un impact à long terme néfaste sur leur évolution et qu'ils ont plus de difficultés que la population générale à faire de la consommation, ça devient une préoccupation clinique très importante. Le 10-12 ans, c'était moins un objet de préoccupation dans les milieux où moi je travaillais. Je vous dirais qu'aujourd'hui, quand même, là, c'est rendu plus... ça fait partie davantage des mœurs et des préoccupations. Dans le cas de la cigarette, c'est encore plus élevé, là, la fréquence de la consommation. J'ai bien compris, c'est 50% des gens qui ont des problématiques avec la schizophrénie qui peuvent avoir des problèmes au cours de leur vie.
De consommation. Donc, pas juste qui consomment, mais qui ont un problème de consommation. C'est fou. Si on met de côté la schizophrénie, les troubles bipolaires, là aussi, puis la fréquence des problèmes de consommation est très élevée. Il y a un bon nombre de troubles psychiatriques aussi comme ça. C'est énorme. C'est vraiment, effectivement, c'est des statistiques qui méritent justement qu'on fasse une étude de la sorte. Avez-vous, il reste encore une couple de minutes, M. Potvin, avez-vous associé d'autres sortes de problématiques de santé mentale ou d'autres sortes de drogues dans votre... Dernièrement, nous, ce qu'on a regardé, c'est le tabac. Oui. Parce que chez les gens qui ont la schizophrénie, il y en a un nombre considérable qui fument la cigarette. Encore une fois, ils ont plus de difficultés que les gens dans la population générale à se défaire de l'habitude. Il y a la probabilité de décéder d'un accident cardiovasculaire est de 12 à 14 fois plus élevée chez les gens qui ont la schizophrénie qui fument par rapport aux gens qui fument pas. Donc, ce qu'on a fait récemment, c'est qu'on a fait une étude en imagerie cérébrale pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe chez les gens qui ont la schizophrénie quand on leur présente des images à pétition de la cigarette. Ce qu'on postulait, c'est que nous, le cerveau s'activerait pas de façon très prononcée chez les gens qui ont la schizophrénie par rapport à des gens qui fument la cigarette, mais qui n'ont pas un trouble psychiatrique. C'est effectivement ce qu'on a pu montrer, notamment dans des zones qui sont reliées à ce qu'on appelle le système de récompense. Ça fait précisément le système par le biais duquel l'alcool et les drogues produisent leurs effets euphorisants. Donc, je veux pas ici, évidemment, dire là que c'est juste un problème biologique qui fait en sorte que les gens qui ont la schizophrénie peuvent avoir plus de difficultés à cesser de fumer la cigarette, mais il y a peut-être en partie une composante biologique à tout ça. Évidemment, là, il y a beaucoup d'autres facteurs sociaux, psychologiques, psychiatriques, etc. Oui. Si les gens veulent justement en savoir plus sur toutes les recherches sur lesquelles vous travaillez, donc vous êtes chercheur, ils peuvent tout simplement chercher votre nom dans un engin de recherche. Ils peuvent certainement arriver sur des documents sur le web. Sur Google ou encore sur le site de la chaire de schizophrénie, qui est sur le site du Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Donc, on fait juste taper Stéphane Potvin et puis on risque de trouver des documents intéressants là, par rapport à ce qu'on s'est parlé et autres sujets. Ça devrait fonctionner. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres à l'émission Folie Douce. Merci. La schizophrénie, c'est un trouble qui demeure largement stigmatisé dans la population. D'avoir des gens qui nous donnent un peu de temps d'antenne, c'est très, très apprécié. Ouais, c'est important d'en parler de plus en plus. Je pense que c'est pour démystifier beaucoup auprès des gens. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Moi qui vous remercie. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. C'était donc notre invité Stéphane Potvin, chercheur à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal et prof agréé au département de psychiatrie de l'Université de Montréal. Loco, loco. Loco, loco. Ooh, oui. Parmi toutes les femmes ici-bas, toi seul compte vraiment pour moi. Tu es un ange sorti du ciel pour apprivoiser mon cœur. Je deviens si sentimental quand je te tiens dans mes bras. Ta chaleur me fait tant vibrer, je vais sans doute perdre la tête. Loco, loco, me vuelves loco. Cada día mi amor, yo pienso en ti. Loco, loco. La realidad, estoy loca también, loca por ti. Quand tu me parles ainsi d'amour, le temps semble s'arrêter. Je me sens prisonnière de toi, ça c'est un vrai mystère. Si un jour la vie nous sépare, mon existence coulerait. Je ne serai qu'une âme errante en quête de je ne sais quoi. Loco, loco, me vuelves loco. Cada día mi amor, yo pienso en ti. Loco, loco. La realidad, estoy loca también, loca por ti. Tu me vuelves loco. Ta démarche si sexuelle. Tu me vuelves loco. Ton déhanchement sauvage. Tu me vuelves loco. Tes lèvres au goût de miel. Tu me vuelves loco. Faut sentir la bête en moi. Tu me vuelves loco. Arrête mon chéri. Tu me vuelves loco. Tes mots doux traversent mon être. Tu me vuelves loco. Tes caresses me font vibrer. Señorita, oh, oh. Tu me vuelves loco. Tu me vuelves loco. Señorita, oh, oh. Tu me vuelves loco. Tu me vuelves loco. Loca, loca, me vuelves loca. Cada día necesito tu amor pronto, pronto, dame un besito. Tus caricias me hacen pensar en ti. Vino, vino, ay papi, you make me go crazy. Fuego, fuego,
Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. De retour au bloc Espresso allongé. Alors, le sujet tel que promis, Pierre, qu'on a amorcé plus tôt dans l'émission, le taux de suicide chez les jeunes. Tu nous as sorti des belles statistiques encourageantes et positives. Oui, malgré qu'il y en a encore beaucoup trop qui se suicident et qui tentent de se suicider. Mais maintenant, ici, je vais vous parler des jeunes entre 5 et 12 ans, imaginez. Quand même, ah oui? Oui, ce qui alarme les spécialistes, évidemment. Mais l'article que j'ai présentement devant moi, que j'ai pris sur Internet, c'est sur le site lefigaro.fr. Donc, c'est un site français, mais c'est vraiment la même chose qui se passe ici. Les jeunes occidentaux. Oui, là, exactement. Ouais. Un article écrit par Mme Delphine de Malvoux, qui est journaliste. Alors, elle commence en nous disant « Psychologues et pédopsychiatres estiment que le phénomène concernerait une centaine de cas par an en France. Les fous rires à la récréation, le cours de danse du mercredi, le karaoké avec les copines, la tendresse de son âge interdisait ce geste inconcevable déjà chez trop d'adultes. À 11 ans, Mathilde s'est suicidée. Mathilde, gamine au teint rose dont personne n'a vu le cœur sombre. Pendue dans le jardin familial. C'est sa mère qui, il y a quelques jours, l'a retrouvée dans cette tombe à ciel ouvert où jeux et balançoires rappelaient l'insouciance qu'elle n'avait pas. Mercredi soir, vers 21h30, à proximité de la gare d'Aix en Provence, c'est un autre enfant de 12 ans qui s'est arraché la vie en se jetant sous un train, décapité sous le choc. Les premières investigations confiées au commissariat de la ville évoquent un dépit amoureux. Pas moins de 100 cas en France chaque année. Ces dernières années, ce mal-être insoutenable semble gagner des enfants de plus en plus jeunes. Le suicide d'enfants de 5 à 12 ans, bien que méconnu, a une réalité chiffrée, environ 40 par an en France, pour ceux qui sont clairement établis comme tels. Juste dire que c'est une population autour de 60 millions. C'est 40 autour de... Oui, quand même, la proportion, mais c'est quand même alarmant. Non, c'est beaucoup plus que chez nous. Oui, quand même. Et on dit dans l'article, car il y en aurait de nombreux autres cas qui échapperaient à la statistique sous les masques de l'accident. L'enfant, c'est un pédopsychiatre français qui parle, il nous dit « L'enfant qui passe à l'acte peut écrire une lettre d'adieu, mais le plus souvent, il se penche trop par la fenêtre ou descend d'un autobus en marche, ce qui laisse croire à des accidents. » Alors, les adultes pense à un accident. En réalité, il y en aurait 100 par an, estiment les experts. Mais plus que le nombre, c'est la densité du problème qui interpelle. Spécialistes et pouvoirs publics se sont récemment saisis du sujet pour tenter d'en comprendre les causes et surtout pour mieux en prévenir les risques. À la demande de Jeannette Bougrabe, qui est secrétaire d'État chargée de la jeunesse, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, dont j'ai lu quelques articles par le passé, a remis un rapport en septembre dernier sur cette douloureuse question. Son travail intitulé « Quand un enfant se donne la mort » a été publié aux éditions Odile Jacob. Le préambule fait peur. 40% des enfants pensent à la mort tant ils sont anxieux et malheureux. Un désespoir précoce dont les causes seraient multifactorielles. Le cumul des événements qui déclenchent l'acte suicidaire résulte d'une cascade de déchirures invisibles, d'une convergence d'événements de nature différente, observe cette toute première étude du genre. Cela peut être un deuil précoce, un conflit entre parents, des maltraitances, l'absence d'un univers sécurisant à la maison ou encore le harcèlement à l'école, comme quoi ça se passe en France aussi. Pour certains, une étincelle suffirait à déclencher le passage à l'acte, comme cette fillette diabétique de 9 ans après avoir été privée de confiserie par sa nourrice, a sauté du 5e étage. Une phrase blessante, une petite frustration, une mauvaise note à l'école ou le déménagement d'un copain peuvent provoquer une déflagration exceptionnelle, prévient le rapport. Attention toutefois, dit-on, aux amalgames, alerte le pédopsychiatre Stéphane Clerget, qui regrette que les 5 à 12 ans soient englobés sans distinction dans l'analyse de ce rapport. Il nous dit
Ces suicides impulsifs n'existent quasiment pas chez les tout-petits. Quand un enfant de 5 à 9 ans passe à l'acte, c'est toujours pour des raisons de dépression profonde, de rupture dans la petite enfance. Ce sont rarement des enfants qui allaient bien la veille, au contraire des ados. Je dois m'arrêter ici, faute de temps, mais je tiens à rappeler les numéros de téléphone à composer ici au Québec. Tout d'abord, il y a l'AQPS, qui est l'Association québécoise pour la prévention du suicide. Il y a un numéro 1866, c'est 1866-277-3553, ou pour le retenir, c'est le 1866-APPEL. Et il y a aussi Suicide Action Montréal, avec un numéro pour la région de Montréal dans le 514. C'est le 514-723-4000. On invite tous les gens, les proches ou qui voient que dans ce cas-ci, des enfants, par exemple, qui montrent des signes des enfants qui s'enferment, des enfants qui manquent d'intérêt pour ce qui les intéressait auparavant. Et très déprimés. Ou les jeunes eux-mêmes qui ont envie de parler. Oui. Il y a des gens qui vont vous écouter. Merci beaucoup, Pierre, pour le sujet. Merci, Ghislain, pour ta participation. On continue à l'émission Folie douce en chanson. J'ai calculé la force, la gravité qui existe entre nous, à 1 mètre l'un de l'autre. Mes grands calculs m'ont donné 2,297979489 fois 10, exposant moins 7 newtons. Dans ma classe de physique, j'ai réalisé qu'Isaac Newton était un romantique avec sa théorie de la gravité. Et pourquoi nos deux corps se sont attirés? Ce n'est pas une pomme qui lui est tombée sur la tête, c'est plutôt un coup de foudre au fond de son être, rêvant tout doucement à ce grand mystère. La réponse lui est venue dans ses calculs. J'ai calculé la force, la gravité qui existe entre nous, à 1 mètre l'un de l'autre. Mes grands calculs m'ont donné 2,297979489 fois 10, exposant moins 7 newtons. J'ai calculé que la force, la gravité qui nous pousse l'un à l'autre pourrait augmenter si on s'approchait. Qu'est-ce que tu en dirais? Si on s'approchait, la gravité s'aggraverait. Je veux renommer cette théorie, lui donner un nom bien plus joli pour décrire cette force sublime qui pousse les gens à faire des folies. Comme une pomme qui me tombe sur la tête, je ressens la foudre, je ressens ton éclair illuminé. Je me laisse aller à cette force plus grande que la gravité. J'ai calculé la force, la gravité qui existe entre nous, à 1 mètre l'un de l'autre. Mes grands calculs m'ont donné 2,297979489 fois 2,297979489 fois 10, exposant moins 7 newtons. Qu'est-ce que tu en dirais? Si on s'approchait, la gravité s'aggraverait. Folie douce est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez le lien sur notre site web antenne.qc.ca. Nous y allons avec la nomenclature des chansons et Ghislain Malo à ma compagnie ici. Votre show musical à Pierre et à toi. On a écouté en début d'émission Pyromane. Oui, de Audrey Jungle ou Jungle, je ne sais pas, on s'en excuse. Oui, là. On a pu entendre Petit Monde. Oui, de Mao. Oui, dans la deuxième demi, la chanson Loco Loco. De French Doody et Camille Radio. Et à l'instant, La force de la gravité. Les Surveillantes. Oui, alors voilà votre show musical à toi et à Pierre. Merci beaucoup. Merci pour la recherche également, Ghislain. Merci Pierre à la mise en onde. Bienvenue.
Et merci pour ton sujet aux 2 espressos, à l'allongé et à l'espresso le premier. C'était le taux de suicide chez les jeunes. On a appris beaucoup de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. En fait, il faut toujours, faut en parler. On n'a pas le choix, c'est quand même un fléau, là. Alors, merci pour ça. Je remercie nos invités. Notre premier invité en début d'émission, Rida Joubert, qui nous a parlé du programme Access Esprit Ouvert. Il est question justement de jeunes et santé mentale. On a reçu également Stéphane Potvin, qui nous a parlé de son côté de cannabis et maladies mentales, donc le lien entre la consommation de cannabis et la dépendance même au cannabis. Alors, c'était ça le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous. Bonne semaine, Pierre. Salut, Yvan. Bonne semaine, Chelin. Bonne semaine. À la prochaine. Au revoir. Bop